Cet été, nous vous proposons 3 séries spéciales pour des vacances pleines de sens. Si le contenu vous intéresse, vous pouvez approfondir votre expérience en consultant les liens dans la description de chaque épisode pour venir nous rencontrer dans un centre Kadampa, près de chez vous, ou à un festival international. Vous y trouverez également les liens vers les 2 e-books gratuits, Comment transformer votre vie et un bouddhisme moderne. Tous ces enseignements sont inspirés de la sagesse profonde de vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche, un maître bouddhiste pour notre monde moderne, en espérant que ceci vous plaira. Bonjour tout le monde, c'est Gendini du centre bouddhiste Drolma à Rennes. Et donc pour cet épisode de notre série estivale, on va voir comment emporter la paix dans nos valises et préparer une rentrée sereine. Donc si on a essayé de mettre notre été à profit pour apprendre à développer, à maintenir des états d'esprit paisibles et positifs grâce à la pratique de la méditation, bien maintenant peut-être on se dit voilà, là c'était les vacances, c'était l'été, j'avais plus de temps, j'étais tranquille, j'ai mis en place cette pratique. Qu'est-ce qui va se passer maintenant que je vais rentrer, que je vais retourner au travail, que je vais reprendre mes études, que je vais retrouver ma famille, bref, toutes nos activités quotidiennes, revenir comme on dit, à une vie normale. Comment on va faire pour maintenir ces états d'esprit paisibles, positifs qu'on a pu cultiver pendant l'été. Donc bien sûr, il y a plusieurs manières de faire ça. On peut essayer de maintenir notre pratique de la méditation dans notre vie quotidienne. C'est important parce que la méditation nous aide à transformer notre esprit et c'est un exercice qui nous permet de nous familiariser avec des états d'esprit positifs, paisibles. Donc bien sûr, plus on va méditer, plus on va se familiariser avec ces états d'esprit. Mais même si on arrive à consacrer 10 minutes, un quart d'heure tous les jours à la méditation, bien sûr, nos journées, elles durent beaucoup plus longtemps que ça. Et c'est assez facile d'oublier, en fait, d'oublier les bons états d'esprit, les bons sentiments, les déterminations positives qu'on a pu développer en méditation, pris par le flot de notre activité quotidienne. Donc, finalement, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que notre pratique de la méditation, elle ne s'arrête pas au moment où on sort de notre méditation. On a besoin de pratiquer ce qu'on appelle la pratique post-méditative. Donc la pratique post-méditative, comme son nom l'indique, c'est le fait de pratiquer entre les séances de méditation, on va dire formelles. Donc comment on fait ça? Eh bien, à la fin de notre méditation, on va prendre une détermination particulière de mettre en pratique ce sur quoi on aura médité. Donc si on prend un exemple simple d'une méditation sur l'amour par exemple, en méditation on essaye de ressentir que chaque être vivant est exactement comme nous, que tout le monde veut être heureux, que personne ne veut souffrir, exactement comme nous, et que, bien, tout comme notre bonheur est important pour nous, eh bien, le bonheur de chaque être vivant est important pour chacun d'entre eux. Et donc, on peut arriver à cette conclusion en méditation. Tous les êtres vivants veulent être heureux. Donc, puisque je veux moi-même être heureux ou heureuse, je veux que chaque être vivant soit heureux, heureuse. C'est mon souhait, c'est mon désir. Et donc ça, c'est un sentiment d'amour qu'on peut ressentir très, très fort dans notre méditation. Mais une fois qu'on sort de notre méditation et qu'on rencontre à nouveau des personnes, donc que ce soit les membres de notre famille, nos voisins, nos collègues, les gens qu'on croise dans la rue, etc., c'est assez facile de perdre ces bons sentiments, surtout si les autres commencent à être un petit peu difficiles avec nous, s'ils nous critiquent ou s'ils font pas attention à nous, bref. Donc, comment on va faire?
Donc si à la fin de notre méditation, on prend cette détermination de se dire, aujourd'hui, par exemple, à chaque fois que je vais rencontrer quelqu'un, à chaque fois que je vais penser à quelqu'un, je vais essayer de penser, cette personne est importante, son bonheur est important, par exemple. Et donc tout au long de la journée, on va essayer de s'entraîner à cette pratique post-méditative. Donc tout le but de ces pratiques, que ce soit en méditation ou entre les séances de méditation, c'est de nous permettre de maintenir un esprit qui est sans perturbation mentale. Alors on se souvient, les perturbations mentales, c'est tous ces états d'esprit négatifs qui nous perturbent, qui détruisent notre paix intérieure et qui nous empêchent d'être heureux. Donc si on veut maintenir cet esprit paisible, cette paix intérieure, on a besoin de maintenir un esprit qui est sans perturbation mentale. Donc bien sûr, souvent ce qu'on fait, c'est que on attend, entre guillemets, qu'une perturbation mentale se manifeste, et quand elle est là, on se dit « Ah, qu'est-ce que je peux faire pour la stopper ?» Et c'est déjà bien de penser comme ça. Mais l'idéal, ce serait d'avoir quelque chose dans notre esprit qui occupe notre esprit, donc un état d'esprit vertueux comme l'amour par exemple, ou la patience, ou la compassion, quelque chose qui en fait empêche la manifestation des perturbations mentales. Donc on peut faire ça avec ce qu'on appelle l'esprit consciencieux. Donc l'esprit consciencieux, qu'est-ce que c'est ? C'est un état d'esprit, c'est un type d'esprit en fait, qui chérit ce qui est vertueux, donc le fait de chérir, de vouloir protéger nos états d'esprit paisibles, positifs, eh bien ça va nous permettre de protéger notre esprit des perturbations mentales et de la négativité. Donc dans le livre Comment comprendre l'esprit, Vénérable Geshe Kelsang Gyatso Rinpoche explique cet esprit consciencieux et il nous dit « L'esprit consciencieux empêche l'esprit d'être influencé par une perturbation mentale. Il existe 2 manières de s'en remettre à l'esprit consciencieux. » Donc ça, c'est des choses qu'on va pratiquer justement pendant la pratique post-méditative, entre nos séances de méditation formelle. Donc il y a 2 manières de s'en remettre à l'esprit consciencieux. La première consiste à maintenir notre esprit dépourvu d'une certaine perturbation mentale, en l'empêchant de rencontrer les objets de cette perturbation. Par exemple, nous pouvons nous empêcher de nous mettre en colère contre quelqu'un avec lequel nous avons eu un désaccord, en évitant de le rencontrer ou d'y penser. Donc, parfois, c'est ce qu'on fait un petit peu naturellement, c'est-à-dire que si on a un problème avec une personne, on se dit « il faut que j'arrête de voir cette personne ». Parfois, c'est possible, parfois, c'est pas possible. Donc, quand c'est possible, bien sûr, Bouddha nous dit « c'est une méthode pour garder notre esprit, protéger notre esprit des perturbations mentales, garder un esprit paisible ». Mais on a besoin de le faire avec une compréhension particulière. Cette compréhension particulière, c'est comprendre que si on a une difficulté avec cette personne, c'est principalement parce que quand on rencontre cette personne, nous n'avons pas la capacité de garder un esprit paisible, parce que la colère se manifeste, par exemple. Parce que souvent, ce qu'on fait, c'est qu'on pense « il faut que j'arrête de voir cette personne, parce que cette personne est problématique. Il faut que j'arrête de voir cette personne, parce que cette personne me met en colère. Parce que c'est le comportement de cette personne qui fait que je me mets en colère. Et donc, si cette personne n'était pas là, je ne me mettrais pas en colère. » En fait, ce qu'on a besoin de comprendre, c'est que pour l'instant, effectivement, c'est le cas. Quand on rencontre cette personne, on se met en colère. Mais qui serait tout à fait possible, si on avait un esprit contrôlé, d'être en présence de cette personne et de garder un esprit paisible. Même si elle continue à faire ce qu'elle fait, c'est-à-dire peut-être à nous critiquer, à être désagréable, etc. Mais si nous, on avait la capacité de maintenir un esprit paisible, par notre pratique spirituelle, bien sûr, eh bien, cette personne ne serait pas en elle-même, elle n'a pas le pouvoir
d'influencer notre esprit. Elle n'a pas en elle-même le pouvoir de nous mettre en colère. Mais bien sûr, pour l'instant, parce que notre esprit n'est pas suffisamment entraîné, et c'est normal, quand on rencontre des personnes difficiles, on a tendance à se mettre en colère. Donc le fait d'éviter de rencontrer cette personne, bien sûr, ça peut être bénéfique pour nous, mais on a aussi besoin de comprendre que c'est pas parce qu'on évite une personne difficile qu'il y aura plus de personnes difficiles dans notre vie. Les personnes difficiles, finalement, elles apparaissent les unes après les autres. Et on peut pas se couper de tout le monde. En réalité, on a besoin des autres. Donc, comment on va faire? Le fait d'utiliser cette première méthode, quand c'est possible, nous permet de créer un espace intérieur dans lequel on va pouvoir continuer à entraîner notre esprit à la patience, à l'amour, à la compassion, pour pouvoir finalement être en présence de cette personne ou être en présence de personnes difficiles en général, en gardant un esprit paisible. Donc c'est important de comprendre ça. Oui, si je peux mettre de l'espace entre cette personne difficile et moi, je le fais, mais j'ai besoin de me souvenir, je le fais pas parce que c'est de sa faute, je le fais parce que moi j'ai besoin de créer cet espace intérieur pour continuer à m'améliorer. Maintenant, la question, et bien sûr c'est évident, c'est qu'on ne va pas pouvoir faire ça avec tout le monde. Si par exemple il s'agit d'un membre de notre famille proche, ou s'il s'agit d'un collègue, d'une collègue au travail, s'il s'agit d'un voisin, on ne peut pas, par exemple, changer de travail à chaque fois qu'on a un problème avec un ou une collègue, parce que partout on aura des problèmes avec des collègues. On ne peut pas déménager à chaque fois qu'on a un problème avec un voisin, parce que on rencontrera d'autres personnes difficiles, peut-être ailleurs, dans un autre quartier, dans une autre ville. Donc, la deuxième manière de s'en remettre à l'esprit consciencieux consiste à empêcher notre esprit de développer une focalisation inappropriée lorsqu'il rencontre les objets des perturbations mentales. Donc, qu'est-ce que c'est que la focalisation inappropriée? Bien, Vénérable Geshe-la nous dit, la focalisation inappropriée fait naître les perturbations mentales en exagérant les qualités ou les défauts d'un objet. Donc, les perturbations mentales se manifestent parce que, quand on rencontre une personne ou une situation difficile, on va se focaliser sur les défauts de cet objet, donc cette personne, cette situation, et puis on va les exagérer. On peut aussi se focaliser sur les qualités d'une personne ou d'une situation et les exagérer. Et cette exagération, elle va faire naître un autre type de perturbation mentale qu'on appelle l'attachement. Et cet attachement ne nous aide pas à avoir un esprit paisible. Parce que avec l'attachement, parce qu'on a exagéré, on va penser, il y a là une personne, une situation. Si je l'avais, si je possédais cette chose, si j'étais auprès de cette personne, si j'étais dans cette situation, alors je serais heureux. Et on exagère notre capacité à être heureux parce qu'on posséderait telle ou telle chose ou parce qu'on serait auprès de telle ou telle personne. Parce que ces choses, ces personnes, tout comme les personnes avec lesquelles on se met en colère, ne sont pas en elles-mêmes le problème ou la source de notre souffrance, mais nos propres perturbations mentales, eh bien, les personnes qu'on trouve agréables ne sont pas en elles-mêmes des causes de bonheur. La preuve, c'est que il peut y avoir quelqu'un pour qui on a beaucoup d'attachement, et cette même personne évoque de l'aversion ou de la colère pour quelqu'un d'autre. Donc la personne en elle-même n'est pas ne nous offre pas du bonheur. C'est notre exagération qui pense « Ah, il y a là une vraie source de bonheur ». Mais Bouddha nous dit, et on peut voir par notre propre expérience, que la vraie source du bonheur vient d'un esprit paisible. Donc on n'a pas besoin de cette personne, de cette chose, de cette situation. Donc on peut voir comment l'attachement lui-même nous rend agités, parce qu'on veut quelque chose, et si on n'arrive pas à l'avoir, on est malheureux. Mais même si on arrive à l'avoir,
il y a tout un tas de problèmes qui vont commencer à se manifester parce qu'on va avoir peur de le perdre, peut-être qu'on va, développer de la jalousie, peut-être que, au finalement, on va être déçu parce que ça ne nous apporte pas justement le bonheur qu'on en attendait, et puis si on perd notre objet d'attachement, bah, à nouveau, frustration, déception, tristesse et cetera. Donc on peut voir que cette focalisation inappropriée fait naître les perturbations mentales en exagérant les qualités ou les défauts d'un objet. Donc Vénérable Geshe-la continue, il nous dit: si nous empêchons la focalisation inappropriée, il est impossible aux perturbations mentales de se manifester, même si nous sommes directement confrontés à un objet de perturbation mentale. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Peut-être qu'on est parti en vacances, loin justement des collègues qui nous fatiguent, loin des situations qui nous habituellement nous angoissent ou nous pourrissent la vie. Et puis là, il va falloir revenir. Et on se dit, peut-être qu'on se dit, bah voilà, toute cette paix intérieure que j'ai pu développer pendant les vacances, quelque part, on peut se dire, je vais être obligé de perdre ça. Mais là encore, avec un petit peu d'entraînement, on va voir que on n'est pas obligé de perdre ça. Mais pour ça, on a besoin de pratiquer cet esprit consciencieux entre nos séances de méditation. Et donc, même si c'est pas possible pour nous d'éviter certaines personnes ou certaines situations, eh bien, on peut toujours éviter cette focalisation inappropriée, puisque c'est un mécanisme de notre propre esprit. Donc, Vénérable Geshe-la nous dit, si par exemple, nous rencontrons sans nous y attendre une personne avec laquelle nous nous mettons habituellement en colère, nous pouvons éviter la focalisation inappropriée et ainsi prévenir la colère en nous concentrant sur ses qualités ou en nous rappelant les défauts de la colère. Ah donc, là, on voit, il y a deux manières d'éviter cette focalisation inappropriée. Donc, déjà, le fait de comprendre que la focalisation inappropriée, c'est une exagération, ça va nous aider parce que si on se voit exagérer, on va se dire, ah non, là, par exemple, cette personne, elle m'énerve, mais je suis en train d'exagérer parce que du coup, mentalement, je construis l'image d'une personne qui est intrinsèquement indésirable, désagréable, agaçante. Et pourtant, et on peut le voir parce que c'est souvent les personnes qui nous sont proches, les personnes qu'on aime, envers lesquelles on se met en colère. Bien sûr, il y a des gens, on les aime pas, on les trouve tout le temps désagréables. Mais ce qui est intéressant d'observer, c'est de voir les personnes, justement, peut-être avec lesquelles on vit, ça peut être notre conjoint, nos enfants, bref, même des amis, donc des gens qu'on aime, pour qui on ressent de l'affection, et il y a des moments où ils nous agacent. Et dans les moments où ils nous agacent, mentalement, on construit cette image d'une personne qui est intrinsèquement agaçante, en fait. Et c'est étonnant parce que si c'était le cas, si cette personne était si négative, si problématique, il n'y aurait pas ces moments où on est bien avec, ces moments où on la trouve agréable, ces moments où elle nous fait rire, ces moments où on est bien ensemble. Donc, le fait de comprendre qu'il y a cette exagération, ça va nous aider. Mais donc, pour éviter la focalisation inappropriée, donc par exemple, si c'est vis-à-vis d'un objet de colère, eh bien, on peut essayer, au lieu de se focaliser sur les défauts, on va essayer de se concentrer sur les qualités. Dire, bon, ok, là, cette personne, alors, je sais pas, on peut prendre l'exemple d'un collègue de travail. Là, cette personne, elle est encore en train de me critiquer, etc. C'est pas agréable. Mais, par ailleurs, c'est quelqu'un de fiable. Je sais que si j'ai besoin d'un coup de main sur un dossier, je peux lui demander. Je sais pas. Après, à nous de voir dans notre propre expérience, qu'est-ce qui va s'appliquer. Et des fois, il y a des personnes, on a du mal à leur trouver des qualités. Mais si on gratte un petit peu, on va finir par trouver. Je me souviens que j'avais
un patron comme ça, quand j'étais jeune, je travaillais, c'était un petit job, je travaillais dans la restauration rapide et puis il y avait un des managers que je trouvais extrêmement désagréable et je l'aimais pas du tout et puis un jour, il a eu un bébé et puis il était tout content et il disait voilà, il en parlait et moi, je me souviens qu'à l'époque, je m'étais dit ça avait changé quelque chose dans mon esprit parce que je m'étais dit: «Ah mais cet homme-là, il a une famille, il a une femme qui l'aime, qui a eu un bébé avec lui et lui, il a ce bébé et il aime son bébé. Donc il a ses qualités». Ça veut dire que, il a suffisamment de qualités pour que des gens l'aiment et il a au moins cette qualité-là, c'est justement d'aimer son enfant, d'aimer sa famille et cetera et donc le fait de changer notre vision sur la personne. Donc l'idée, c'est pas de dire: «Elle est parfaite, tout va bien, il y a pas de problème», mais c'est simplement de sortir de cette exagération. La personne, c'est que du négatif. Non, elle a aussi des aspects positifs et donc ça va nous aider à, à éviter, en fait, que la colère se manifeste. Il y a une autre, méthode et les 2 sont pas exclusives, hein, bien sûr, c'est de nous rappeler, donc là, par exemple, les défauts de la colère. C'est-à-dire peu importe à quel point la personne en face de nous se comporte mal, c'est de se dire: «En fait, la colère qui est dans mon esprit, c'est à moi qu'elle fait du mal et je ne veux plus que ma colère me fasse du mal». Et c'est merveilleux parce que ça veut dire que les autres n'ont pas le pouvoir, encore une fois, de nous faire nous sentir mal. Nous avons ce pouvoir. Donc, comme d'habitude, c'est quelque chose qui demande de l'entraînement parce que on est habitué à se laisser aller aux perturbations mentales, mais c'est important de comprendre que c'est pas une fatalité et que c'est possible de protéger notre esprit. Et donc, on a besoin de cet entraînement. C'est un entraînement. S'entraîner à l'esprit consciencieux en évitant la focalisation inappropriée. Donc, soit en nous concentrant sur les qualités ou sur les défauts aussi. Si par exemple on sent qu'on développe beaucoup d'attachement pour quelqu'un ou pour quelque chose et que cet attachement agite notre esprit, fait qu'on est un petit peu peut-être frustré ou mal à l'aise, eh bien on peut se souvenir, c'est ah oui, c'est vrai, cette personne elle est super, mais elle n'est pas parfaite non plus. Et si j'étais 24 heures sur 24 avec elle, bien sûr qu'il y a des moments où elle m'agacerait, il y a des moments où ce serait difficile. Donc, pas pour dire: «Cette personne est nulle, elle vaut rien», mais revenir quelque part à une vision équilibrée des choses. Ce qui ne nous empêche pas de continuer à avoir des relations. Au contraire, le fait d'éviter les perturbations mentales va faire que nos relations seront meilleures. Donc si on veut rentrer de vacances et maintenir des bonnes relations avec notre famille, avec nos collègues de travail et cetera, on a vraiment besoin de s'entraîner de cette manière. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on prenne juste quelques minutes, de faire une petite méditation formelle justement, pour essayer de faire naître en nous cette détermination. Maintenant, je vais, m'entraîner dans ma vie quotidienne à maintenir un esprit consciencieux pour protéger mon esprit des perturbations mentales. Donc on va juste prendre quelques instants pour se poser. Nous pouvons simplement fermer les yeux et prendre quelques instants pour nous concentrer sur la sensation du souffle qui entre et sort au bout de nos narines. Et nous pouvons simplement penser: je veux garder un esprit paisible. Je ne vais pas laisser
mes propres perturbations mentales, détruire la paix de mon esprit. C'est pourquoi, dans toutes mes activités quotidiennes, je vais maintenir un esprit consciencieux. Éviter la focalisation inappropriée. Et ainsi protéger mon esprit. Prenons quelques instants pour faire naître en nous cette détermination. Nous essayons de maintenir cette détermination alors que nous sortons de notre méditation. Merci beaucoup et très bonne rentrée à tous et à toutes. Merci de votre écoute. Nous avons hâte de vous retrouver dans le prochain épisode des Balados Kadampa. Pour aider d'autres personnes à découvrir cette sagesse, vous pouvez laisser une note 5 étoiles à notre chaîne ou simplement partager ce podcast autour de vous. Et surtout, passez un très bel été.